Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV. L'Olympique de Marseille ne joue pas, mais nous, on bosse. Et oui, pas de vacances sur le Football Club de Marseille. On va continuer à débattre de l'actualité, même s'il n'y en a pas, de l'Olympique de Marseille. Mais on va faire un bilan du mercato. Et oui, parce qu'on ne s'est pas vu depuis la fin du mercato. Donc on va en profiter pour en parler de ce mercato de l'Olympique de Marseille. Et puis, on essaiera de voir ensemble quel système convient le mieux à cette équipe de Villas-Boas. Voilà, pour en parler, Jean-Charles est avec nous. Salut Benjamin. Ça va? Ça va très bien, merci. Daniel Cousin est avec nous. Eh oui, merci d'être avec nous pour parler de l'Olympique de Marseille. Plaisir. Nicolas est avec nous. T'as vu, j'ai un beau maillot aujourd'hui. Ouais, j'ai remarqué ça. C'est quoi? Alors raconte. C'est Colo Colo, c'est un maillot du Chi, c'est mon pote Karim qui m'a ramené ça, donc je dis je vais le mettre dans l'émission. Daniel, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Tu es entraîneur actuellement. Oui. De Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, en DH. Tu viens de reprendre l'équipe, c'est ça? Oui, depuis le mois de juillet. Et alors ça se passe très bien. Ça se passe très bien. C'est une première pour moi, c'est Ouais. C'est le monde amateur. Mais pour moi, pour mon expérience, pour mon plan de carrière, je pense que c'est très intéressant de commencer avant d'aspirer à aller plus haut. Tu avais fait avant ça une petite pige en sélection aussi. Oui, de 3 mois, j'ai été manager général de l'équipe nationale et après sélectionneur. Mais bon, c'était du Gabon sur un délai très court, mais ça m'a servi aussi pour l'expérience. Et tu reviens surtout dans ta région aussi. Voilà, j'ai grandi ici, à Roquefort-la-Bédoule, où j'ai joué à Cassis, j'ai eu comme entraîneur Jean-Charles. Entraîneur, Jean-Charles, J'étais tout entraîneur petit. quand même. Ouais. Eh ouais, voilà. Double surclassement, le petit là. J'avais déjà, tu vois, j'avais senti le coup. Hein. Eh ouais, tu as déniché la pépite. Oui. C'est comme ça. Voilà, et je suis très attaché à la région et notamment aussi au club de l'OM parce que mon père il m'a amené souvent à regarder les matchs à l'époque de Papin. Moi j'étais trop petit quand Jean-Charles y jouait, mais je me rappelle surtout de Papin parce que j'étais attaquant à l'époque. Ah ouais. Tu as remarqué qu'on a le même t-shirt que moi, on est la même équipe. C'est vrai. Donc il a gardé les couleurs. Voilà. Bon, tu continues de suivre l'Olympique de Marseille, Bien j'imagine. sûr. C'est son club. Que tu le Oui. veuilles ou non. Eh Mais oui. même C'est quand même son club. quand j'étais joueur, j'étais abonné à la chaîne OMTV, donc je regardais régulièrement. Donc, c'était mon club de cœur. Un regret peut-être de ne pas avoir porté le maillot. Bien sûr, ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion? Est-ce qu'on t'a contacté une année ou quoi que ce soit? Il y a eu des pourparlers, bien sûr, avec des agents, J'allais la mais poser. rien de concret. Voilà, je pense qu'à un moment donné, ça aurait pu se faire, mais bon. C'était à quelle Après, époque à peu près? Quand j'étais au Mans. D'accord. Au Mans, aussi à Lens. Quand il y avait la belle doublette avec Didier Drogba, en fait. Voilà. C'était... J'aurais pu, mais ça s'est pas fait. C'est la vie, c'est comme ça. C'est le destin. Allez messieurs, on va reparler de ce mercato de l'Olympique de Marseille. On va essayer de faire un petit bilan. C'est tout de suite, c'est la grosse partie mercato. Allez, l'Olympique de Marseille a bouclé son mercato mardi dernier. C'est ça, Nico? Parce qu'en fait, le mercato se finissait Officiellement, c'était lundi soir. Officiellement lundi soir, mais petit rab. Voilà, à Marseille, il y a eu un petit rab, 24 heures supplémentaires. Toujours qu'on fasse quelque chose supplémentaire, en fait. Il se passe toujours des choses ici. Ben ouais. Ouais, ça s'arrête jamais. Enfin, ça aurait pu se passer la veille, quand même. Ça aurait pu passer la veille, mais ça aurait été trop facile. Tu vois. Donc, on a bouclé le mercato avec l'arrivée de Rongier, qui est la troisième recrue de l'Olympique de Marseille. Alors, on va essayer de faire un bilan ensemble. Je vais quand même rappeler ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille durant ce mercato. Alors, il y a eu trois arrivées, Rongier, Benedetto, Alvaro González, voilà, qui était la première recrue. Et puis, côté départ, il y a eu le départ de Lucas Ocampos, Luis Gustavo, Clinton Ng et aussi le petit Youssouf Sarri. Voilà. Ça, c'est des ventes. Hein. Ça, c'est les ventes, parce qu'il y a eu aussi d'autres départs. Il y a eu un licenciement aussi. Il y a eu un licenciement pour faute grave, Adil Rami. Et il y a eu aussi des fins de contrat, pas mal de fins de contrat, avec Mario Balotelli, Rolando, Abdenour Ubochan et Florian Escalès. Voilà. Alors,
c'est assez bien équilibré en termes de finances parce qu'on a dépensé 27 millions d'euros et on en a récupéré 27 millions. Ça, c'est hors bonus, hors pourcentage à reverser à Monaco, etc. hein. C'est grossier, on va dire, Voilà. comme calcul. Grosso modo, c'est à peu près ça. Alors, on va essayer déjà de voir au niveau des ventes. Au niveau des ventes, qu'est-ce que tu penses du mercato toi, de l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'on a bien vendu? Est-ce que ça a été bien géré en termes de revenus aussi et puis, Après c'est toujours pareil, quand on parle de vente, on parle de revenus, on parle de nécessité financière, puisque l'OM était dans la nécessité de devoir vendre pour acheter derrière. Ouais. Je pense que ça n'a pas été tout à fait ce qu'il voulait obtenir surtout. Ça c'est sûr. Puisque bon, d'abord, je pense que Gustavo, c'était pas le choix principal qui part, comme Ocampos aussi. Donc les clubs avaient une demande de ces joueurs-là, l'opportunité pour qu'ils puissent s'expatrier ailleurs, ça a été le cas. Mais je pense que les premiers cas, c'était Strootman, c'était Sanson, c'était ces joueurs-là qui devaient certainement partir en premier. Voire Thauvin. Voire Thauvin, exactement. Ça n'a pas été le cas. Alors pourquoi? On ne sait pas trop. Est-ce qu'on a eu de la demande? Est-ce qu'on a été bon aussi pour les revendre? Parce que d'après ce que j'aurais entendu ces dernières semaines, c'est que la direction a beaucoup tapé à énormément d'agents pour prendre des contrats et malheureusement ça ne s'est pas fait. Donc ces joueurs-là... Pour sortir des joueurs. Pour sortir des joueurs et pour en faire venir aussi, avec l'accord bien sûr de Zubizarreta, bien sûr. de la cellule de recrutement et le président. Donc voilà, ça c'est côté départ, je pense que ça a été mitigé pour moi, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Lucas Ocampos, 15 millions d'euros, c'est une belle vente ou Moi je pense que c'est léger. Lucas c'est très jeune. Il lui restait un an de contrat. Oui. Après, si on parle au niveau des années de contrat qui lui restaient, c'est intéressant. Maintenant on passe sur la masse salariale qu'il avait, c'était pas énorme. Enfin, c'était un gros salaire. Non, c'était pas un gros mais on en parlera après. On en parlera aussi. Mais je veux dire, le garçon, il est arrivé à sa plénitude footballistiquement. D'ailleurs, il est sélectionné en équipe nationale d'Argentine. Ce n'avait pas été le cas à l'OM, donc c'est arrivé quelques semaines après. Je pense qu'il y aurait eu une plus-value encore à faire là-dessus. Bon, malheureusement, il y avait besoin de liquidité. Sur ce coup-là, je pense qu'on aurait pu me faire. Daniel, c'est très juste ce qu'il vient de dire. L'OM a débuté son mercato avec la nécessité de vendre. Et sans vente, l'OM ne pouvait pas acheter. Tu penses que justement ce côté-là du mercato de l'OM a été plutôt bien géré ou pas finalement? Moi je trouve que dans l'ensemble, c'est légitime en fait. Et il y a aussi, il faut savoir ce que le joueur souhaitait faire aussi. Parce que souvent on dit bon on doit vendre, on doit vendre. Si le joueur, pour moi, quand un joueur il veut partir, on doit le laisser partir. Maintenant, il faut trouver un juste milieu. Et ils ont eu des offres, des propositions. Et il ne faut pas oublier non plus que Gustavo est parti à Galatasaray. Galatasaray joue... Fenerbahçe. Il joue la Champions League. Voilà, nous à Marseille, c'est quand même alléchant de jouer une compétition. Ça attire. Donc je pense que leur choix est quand même assez correct. Pardon, juste pour répondre à Daniel, c'est qu'au Campos, il y avait une demande de prolongation. Donc qui n'a pas été faite. Qui n'a pas été validée. Donc parce que si tu prolonges au Campos, c'est très bien comme ça se passe. Tu as été le même professionnel il y a quelques années. Si tu prolonges, la vente est plus élevée. On est bien d'accord, puisque tu restes dans le contrat. Peut-être que plus élevé, tu ne le vends pas aussi. Mais est-ce que c'était... C'est l'offre et la demande, tu vois. Est-ce que c'était une grosse perte de vendre au Campos aujourd'hui? Dans la mentalité, dans l'état d'esprit, dans le rendement footballistique, parce que même sur les prestations, je trouve que la saison passée, c'était certainement le joueur avec Thauvin qui avait fait les meilleures prestations. Voilà, c'était peut-être pas le joueur, je veux dire. C'est vrai que Daniel, Ocampos, c'était un joueur qui collait bien à la mentalité de. C'était un guerrier, il courait partout. Il courait partout et du début jusqu'à la fin, il apportait bien sûr beaucoup d'agressivité. Il était exemplaire, son attitude sur le terrain. Donc, mais peut-être que voilà, c'était comme il dit, c'était un fin de cycle. Et il sentait qu'il arrivait un peu au bout sur le plan de vue sportif. Donc, c'est pas un mauvais choix, moi, je crois. Voilà. Nico, comment tu vois toi l'aspect vente de l'Olympique de Marseille? Alors déjà, moi ce que je vois, c'est que deux guerriers
ont été vendus. C'est-à-dire Gustavo, Ocampos qui était quand même un peu l'âme de cette équipe. Donc déjà, on se rend compte que finalement, c'est pas les joueurs que tu allais vendre le plus cher, mais c'était ceux qui avaient un peu une cote parce que c'est eux qui tiraient toujours l'équipe vers le haut, même quand ça allait mal. Donc au final, tu t'es quand même séparé de 2 joueurs ultra importants sans rentrer non plus 30 millions d'euros dans les caisses. Après, comme tu dis, Daniel, à 1 an de la fin de son contrat, Ocampos, il aurait bien aimé prolonger. A priori, l'OM, ils n'avaient pas envie de ça parce que là, il avait plutôt un bas salaire dans la grille de l'effectif marseillais. Du coup, s'il fallait le prolonger, ils auraient dû vraiment lui refiler un gros salaire. Et là, la masse salariale, c'est le principal problème de l'OM cette saison. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre ça. D'où le départ aussi de Gustavo. Ça va dans le même sens. Gustavo, c'était un des plus gros salaires, les 4 plus gros salaires du club. Donc, c'est aussi ça. Après, N'Jie, c'est un second couteau. Donc ça, moi je pense qu'N'Jie, ça fait déjà 1 an ou 2 qu'ils essayent de le refourguer quelque part. Là, il avait plus qu'1 an de contrat. Moi je trouve que c'est pas trop mal vendu de l'avoir vendu 6-7 millions d'euros en Russie. Lui, je sais pas s'il réussira là-bas parce que moi, me disait c'est quand même assez compliqué la Russie. Voilà. Après, le petit Sarri, pareil, il n'aura pas eu de temps de jeu, donc ça c'est bien aussi qu'il parte. Il est originaire de Turquie, donc pourquoi pas. Moi, le petit bémol, c'est Ocampos et Gustavo. Au niveau du profil, heureusement qu'ils ont pris des mecs derrière qui ont un peu cet état d'esprit parce que sinon ça aurait été compliqué. Parce qu'on dit souvent l'OM ne sait pas vendre, mais là dans l'urgence, pour moi c'était de l'urgence. C'était de l'urgence, ouais, bien sûr. C'est pas, en fait, c'est tellement près la gorge qu'à un moment donné, la première opportunité qui va s'offrir au club, ça a été le cas d'Ocampos. Parce qu'Ocampos, 15 millions d'euros, c'est pas énorme non plus. Même s'il restait dans le contrat. Je veux dire, comme disait Nico, c'est vrai que si tu le prolonges, la masse salariale va augmenter parce que son salaire va augmenter. Mais est-ce que tu n'aurais pas eu des demandes derrière Oui, c'est possible. Pour le vendre plus cher? Ils n'avaient pas cette marge de manœuvre. Et puis bon, c'était pas pour moi une grosse perte. Enfin, c'était aussi un avantage qui reste au club, puisque si on regarde bien, le côté gauche olympien aujourd'hui est en difficulté. On cherchait un latéral gauche que lui était capable de venir combler par ses efforts physiques. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore une nouvelle fois dans l'embarras, et enfin, entre guillemets, dans la merde. Puisqu'on n'a pas ce poste d'attaquant gauche qui est capable de faire des efforts et de combler des fois la difficulté sur le couloir. Et bien aujourd'hui, on va combler par, je ne sais pas comment, on va trouver un système peut-être différent. Mais voilà, après Jean-Charles, c'est un peu gagnant-gagnant cette vente parce que l'OM, ils prennent quand même 15 millions, ça leur permet d'acheter Benedetto. Le coach, il voulait vraiment un attaquant. C'est l'urgence, c'est ce que il a je te son dis. attaquant. Et après, Séville, ils payent quand même 15 millions pour un mec qui a plus qu'1 an de contrat. Et ils savent que le mec, il est jeune, il est argentin, il a été sélectionné en équipe argentine, ils pourront faire peut-être une plus-value. Mais c'est sûr, tout le monde dit, lui, il est content, il va dans un club, il monte en gamme. Non, mais ça, le joueur. Puis après, il y a aussi des joueurs qui ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas partir non plus. Lui, il a insisté pour prolonger quand même. Oui, d'accord. Moi, je parle de Strootman, par exemple. Strootman, lui. Strootman, il a donné une interview quand même il n'y a pas longtemps où il expliquait qu'il avait eu des offres en Italie et qu'il n'était pas contre repartir en Italie, mais que les offres n'étaient pas suffisantes pour l'OM. Donc l'OM aussi n'a pas vendu pour vendre. C'est-à-dire que Strootman, ils auraient bien voulu le vendre, mais qu'ils attendaient peut-être un minimum qu'ils n'ont pas vu. Quoi. Nico, Strootman, c'était 30 millions au départ, pardon, Daniel. C'était 30 millions d'euros au départ d'achat. Ocampos, c'était quoi 8. Donc voilà, c'est différent quoi. Donc si tu vas au Campos 15, que tu as payé 8, déjà tu fais une affaire, enfin, entre guillemets, mais que tu prends un Strootman à 30 et que tu le revends 10, là c'est une perte totale. Peut-être qu'ils ont eu une offre de 10 et que pour eux, en dessous de 20, c'était pas possible. Quoi. Alors l'autre objectif dans les ventes, c'était de faire baisser la masse salariale. On connaît tous les contraintes du fair play financier. Alors là, Nico, l'OM a fait le job quand même. Oui, ben là, ils ont fait le job parce que, en calculant grossièrement, ils ont à peu près baissé de 20 millions d'euros par an, peut-être un peu moins parce qu'il y a Rongier qui est arrivé après. J'avais fait les calculs grossiers, hein, c'est à la louche. Hein. C'est à peu près ça, donc ils ont fait le job, mais aussi parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs en fin de contrat. Ils ont pas renouvelé Balotelli qui était un des plus gros salaires du club. Rolando, il avait quand même un salaire conséquent. Abdenour, Ubochan, tout ça, c'est pas rien. Et le départ de Gustavo en plus. Là, déjà, tu as deux de tes 4 plus gros salaires qui sont partis. Donc ta masse salariale a considérablement baissé. Strootman, tu le vois peut-être retrouver un niveau suffisant pour faire une belle saison cette année. C'était sa première saison l'année dernière, donc on attendait sait beaucoup très bien que oui, il y a eu des joueurs qui sont venus, qui ont mis pratiquement 1 an à s'adapter au contexte marseillais. Donc je pense que cette année, moi pour l'avoir vu dernièrement, les derniers matchs, je pense qu'il est bien, il est sur la pente. Il va progresser, donc
La deuxième année, je pense que ça ira mieux sur le plan de vue du jeu. Je pense qu'il va mieux Il va s'adapter. jouer en 6 en plus, maintenant, il va jouer en 8. Alors messieurs, on va regarder maintenant les arrivées. 3 arrivées, est-ce que vous êtes satisfait du recrutement? Satisfait ou remboursé? Je suis pas sûr que ce soit. Bon, alors, pour juger un recrutement, on nous dit souvent qu'il faut attendre la fin du championnat. Normalement, non, mais oui. au moins une partie du championnat. Au moins une partie. Mais déjà, sur le papier et de ce qu'on a vu, Moi, Daniel, sur ce que j'ai vu lors du dernier match face à Saint-Etienne, c'est cohérent. C'est des mecs qui ont de l'expérience, qui se sont bien adaptés. Et contrairement au match contre Reims, où j'étais venu voir, là on avait une pointe. On avait vraiment un point d'ancrage devant. On avait quelqu'un qui peut garder le ballon, qui est très bon techniquement et qui a le sens du but. Donc c'est très important. Est-ce que c'est pas ça aussi peut-être la plus grande satisfaction? Bon, on verra aussi par la suite. On attend un petit peu. On va attendre. Voilà. Même si mais moi j'ai fait des éloges. On voit des petits trucs quand même qui ne se trompent pas, tu vois, sur le. Et puis bon, il y a eu des commentaires faits aussi par André-Pierre Gignac, qui le connaît, et qui disait qu'il avait conseillé à l'Olympique de Marseille de le prendre. Je veux dire, Dédé Gignac, c'est un pur attaquant, buteur. On sait ce que c'est, Gignac. Il connaît le contexte. S'il propose et qu'il donne de bons enseignements sur Benedetto, je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. Bon, après, ça peut arriver qu'il fasse une mauvaise saison. Oui, bien sûr. Mais là-dessus, sur ce qu'il nous a montré, notamment le dernier match, comme dit Daniel, les remises, le timing, les déviations de la tête, la protection de balle, alors l'inspiration du but, j'en parle pas parce qu'il a très peu d'occasions, et c'est toujours cadré et ça marque. Donc voilà, et puis bon, il a aussi sa toniaque. Les pays sud-américains qu'on aime, ici à Marseille. C'est-à-dire qu'il est capable de venir défendre 3-4 fois dans la rencontre, aller se replacer devant le but, et puis aussi les 2 buts qu'il marque, que ce soit à Nice ou que ce soit ici contre Saint-Etienne, il est au départ de l'action. Et donc ça, moi, j'aime beaucoup. La participation, l'envie, d'aller aider ses partenaires, et puis après, aller finir devant le but. Parce que souvent, lui, il est attaquant et grand buteur. Quand on fait beaucoup d'efforts défensifs, quand on repart dans le but adverse, on a souvent le coup de pompe. Et puis après, je veux dire, la finition n'est plus la même. Quand tu arrives que tu es en bout de course, Daniel, j'ai peut-être un la petit lucidité, tu perds la lucidité. Exactement. Donc, et ça, lui, il m'a prouvé quand même qu'il était capable de faire certains efforts. Comment tu le juges, toi, un petit peu, là, sur ses premières prestations encourageante. Moi, j'aime bien son profil. Et je trouve qu'il s'entend. On sent des petits trucs avec Payet. Donc, on sent qu'il y a de la complémentarité. Il recherche. Ils essayent de se trouver sur le terrain, c'est très intéressant. Après, j'aime beaucoup parce qu'il a plus de mobilité qu'un Balotelli, par exemple. Balotelli, il a fait beaucoup en attente. Il participait pas trop au travail défensif, lui, il participe. Après, c'est vrai qu'il est peut-être moins grand. J'étais surpris par son jeu de tête, moi. C'est vrai. Il a un bon timing. C'est impressionnant. Nico, sur les 3 recrues, est-ce que tu penses que l'OM a fait un bon mercato? Je pense que en quantité, il n'est pas suffisant. Il n'y avait pas de moyens. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas fait un latéral gauche, on en parlera après. Mais après, je trouve au niveau du choix des joueurs, ça a mis du temps à arriver, mais on voit déjà qu'ils ne se sont pas trop trompés. Parce que, comme je disais, Gustavo ou Campos sont partis, c'était 2 joueurs qui se battaient, et ils en ont pris 2 qui se battent aussi, parce qu'Alvaro derrière, c'est le même état d'esprit. Ce mec, ça sera jamais le meilleur défenseur central du monde, tout le monde le sait, c'est un bon petit défenseur de Liga, mais il a l'état d'esprit pour s'imposer à l'OM, et c'est un peu ce qui manquait à cette défense. Un mec de caractère, qui va au duel, qui va au charbon, qui a peur de rien, qui de temps en temps balance un grand ballon devant quand il faut. C'est hyper rassurant pour l'équipe, et c'est un profil qu'il fallait. Benedetto, on vient d'en parler, pareil. Moi, je suis assez convaincu par ses débuts. On va attendre parce que Villas-Boas expliquait qu'il n'est pas encore à 100%. Et que là, on devrait voir le Benedetto à 100% après la trêve. Donc là, on attend beaucoup de lui dans les courses là, à Monaco, donc dimanche. Donc je pense qu'en termes de course, il peut faire encore plus. C'est ça aussi sa qualité. Gros volume de course. Après, Rongier aussi, c'est un profil intéressant. Parce que Rongier, on dit c'est le même profil que Sanson ou Lopez, mais je pense que Rongier, il a un truc en plus, c'est qu'il est beaucoup plus agressif. Dans le sens, pas dans le sens où il met des gros tacles de partout, mais il est agressif sur le porteur de balle. Il va chercher des ballons dans les pieds. Il peut faire plus le pressing. Ouais, il va faire plus. Les autres le font, mais c'est pas la même façon de le faire. C'est un joueur hargneux. Et je pense que ça aussi, au niveau du profil, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, ils amènent 3 joueurs avec vraiment un caractère fort.
à cette équipe qui en a besoin, parce que cette équipe, elle est partie un peu à volo, même s'il y avait encore des Gustavo à moitié. Là, c'est bien d'amener cet état d'esprit-là. Après, Rongier, on va voir comment il va le faire jouer. C'est un peu la question qu'on va se poser au niveau du milieu de terrain, comment ça va s'articuler. Mais en tout cas, au niveau des profils, c'est intéressant. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est de la qualité. Complémentaire. C'est complémentaire. En fait, tu fais partir un joueur qui est capable de faire pareil ou bien mieux. Parce que je pense que Rongier, notamment, que ce soit dans l'impact, il sera présent. Techniquement, il n'y a aucun souci. Puis dans l'activité, quoi. Ouais. Il a une activité énorme sur le terrain. Il est capable de jouer en 6, comme il est capable de jouer en 8, et comme il est capable de se projeter en 10. Donc, ça peut être complémentaire avec cet effectif-là. Je pense qu'il a, sur l'esprit tactique, du côté de Nantes, ça travaille énormément, même si ce n'est plus les mêmes entraîneurs, mais dans l'état d'esprit nantais, c'est toujours pareil, c'est la tactique de jeu qui prime. Et là, je pense qu'au niveau de l'entrejeu, sans lever les qualités de Sanson et de Lopez, ça n'a rien à voir. Mais je pense que c'est un joueur qui peut vraiment être complémentaire des autres joueurs marseillais. Alors, puisqu'on est sur Rongier, donc le feuilleton s'est terminé. Alors là, on dit même plus dans les dernières heures du mercato. C'est quoi? Parce que c'est le lendemain du mercato. C'est un joker. Il est arrivé le lendemain, très tard. Très tard dans la soirée. Ils ont réussi à se mettre d'accord pour des histoires de pourcentage à la revente, etc. Et ça s'est renégocié le lendemain et l'OM a fait des concessions. Alors, est-ce que c'est problématique? C'est un peu symptomatique aussi de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on a du mal à recruter vite et à finaliser vite des dossiers qui sont pourtant prioritaires depuis le début. Rongier, nous, on était les premiers ici à annoncer que c'était la priorité absolue de l'Olympique de Marseille. Et on a dit ça, c'était le mois de juin. Et il arrive à la fin. À la toute fin, après la fin du mercato. Et en fait, donc Mourad a posé la question en conférence de presse. Bon, il n'a pas obtenu trop de réponses. Mais Gilles Bouzarreta a dit que le mercato terminait trop tard pour recruter tôt. C'était plus à cause de la... Mais est-ce que c'est pas un petit peu embêtant pour un entraîneur aussi de voir débarquer des joueurs si tard, quoi? Le président de Nantes aussi, c'est pas facile. Voilà, donc on connaît très bien son tempérament et il n'est pas facile, il est dur en affaires, donc à un moment donné, voilà. Mais si tu veux, t'anticipes tout ça. Oui, ça peut s'anticiper. T'anticipes ça. Si tu sais que ta priorité, et Dieu sait s'il est suivi depuis 2 ans et demi, Rongier. Mais il faut toujours... C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de 2-3 mois. Il faut un plan B. Plus de 2 ans. Il faut un plan B derrière. Oui, mais si c'est ta priorité, en fait, il n'y en a pas trop. Tu sais que tu mets l'argent sur ta priorité, on est bien d'accord. Si c'est 3-4 millions ou de la revente 10-20% de plus, tu fais l'effort, si vraiment tu le veux. Tu ne vas pas attendre pour savoir que le lendemain, tu vas faire l'effort et tu vas payer plus. Donc fais-le de suite, ça rassure tout le monde, le coach en particulier, l'effectif, et puis le joueur, il est dans des conditions. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que Rongier a fait le maximum pour venir à l'Olympique de Marseille. Donc, dans cet état d'esprit-là, n'hésitez pas à prendre le joueur, si vraiment le veut. Si c'est un joueur qui est en balance, qui est oui, je viens pas, bon, les négoces, ça se fait pas, ben, laissez tomber. Mais lui, non. Il a refusé des toujours clubs. insisté. Exactement, il a refusé des clubs, des propositions peut-être plus alléchantes encore que nous-mêmes. Dont Porto, qui joue la Ligue des Champions. Enfin, qui ne c'est ça. Et là, c'est là où je suis un petit peu déçu. Parce qu'on aurait pu le faire avant, ça. Si tu devais mettre le prix. Si tu regardes un peu le feuilleton, on sait que Rongier, il est surveillé depuis longtemps, que Zubizarreta, il adore son profil depuis longtemps. Mais le problème, c'est qu'avant, il y avait Rudy Garcia, qui lui n'en voulait pas a priori, puisque ça n'a pas été fait. Parce qu'avant, il y avait les moyens de le faire facilement. Bon, je parle en termes financiers. Et cet été, ils arrivent et là, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent et le coach, il veut avant tout, avant Rongier, il veut un défenseur central et un attaquant. Donc du coup, ils n'ont pas les liquidités pour faire Rongier. Et c'est pour ça, l'agent de Rongier était sur RMC l'autre jour, il expliquait que les négociations, elles ont commencé le jeudi. Donc le mercato se terminait le lundi. Donc le jeudi d'avant, ils ont commencé parce que c'est au moment où Gustavo, ça s'est dessiné son départ en Turquie, où là, ils se sont dit on va récupérer un petit chèque avec Gustavo, on va pouvoir faire une offre concrète. Ils en avaient déjà peut-être parlé un petit peu avant, mais concrètement, ça a commencé moins d'une semaine avant la fin du mercato. Non, mais je suis d'accord, mais tu sais que tu veux le faire. Là, il y a plusieurs choses, Jean-Charles. Je pense qu'il y a le côté financier, où ils n'ont pas d'argent.
Je pense que c'est Ça, réel. c'est certain. Parce que McCourt, il a dit, moi j'ai mis 200 millions, maintenant certainement vous plus de 200 millions. Oui, puis plus parce qu'il a dû combler les dettes. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il y a un système où Zubizarreta, on sait qu'il peut être un peu hésitant sur plein de dossiers, a priori pas sur celui-là parce qu'il le voulait vraiment, mais aussi le process de fonctionnement. C'est-à-dire que Hérault, il n'a pas la décision totale. À partir du moment où ça atteint un certain montant, il faut qu'il demande au-dessus pour que ça soit validé. Et ça, c'est spécial. Quoi, alors attends, on va approfondir, puisque là, tu as tout bien expliqué, et tu as absolument raison. Mais alors, c'est à toi de te bouger le cul pour vite vendre tes joueurs. Ouais. Si tu veux faire ranger avant et de ne pas le surpayer. Eh oui, non mais, on rentre dans un système là où tu te dis, ouais, mais on n'a plus d'argent, l'actionnaire ne veut plus mettre d'argent, mais il faut le faire à tout prix. Ben alors, vends, prête tes joueurs. Mais on a des joueurs qui veulent pas, encore une fois, qui veulent pas partir. Sanson ne voulait pas forcément partir. Strootman ne voulait pas partir n'importe où. Alors, il ne faut pas nous dire ce qu'ils nous ont dit en fin de championnat. On va vendre lui, on va faire ça, on va faire telle et telle chose. Oui. On est au même point. Et on en revient à la com. La com, encore une fois, qui brouille les pistes parce que alors, je ne veux pas tirer sur qui que ce soit, mais n'est pas catastrophique, mais la com. Là, je suis pas trop d'accord. Voilà. Alors, il y a un autre point, effectivement, si on reparle des déclarations d'il y a quelques semaines, quelques mois, l'Olympique de Marseille voulait rentrer dans un nouveau cycle avec des jeunes joueurs à fort potentiel et pas que ça, mais en tout cas, ça faisait partie de ce nouveau cycle. Voilà, recruter recruter des jeunes pour pouvoir derrière aussi faire des plus-values sur des transferts. Tous les clubs font ça aujourd'hui. Renouveler l'effectif avec des jeunes, c'est ce qui était vendu. Voilà. Alors quand on prend la moyenne d'âge des 3 recrues, on arrive à 28 ans. Quasiment. Ouais, quasiment 28 ans. 29 c'est trop jeune. 25. C'est plus trop jeune dans le foot. Est-ce qu'on a rajeuni l'effectif? Non, pas trop, non. Pas totalement. Et alors, donc, on a regardé aussi la moyenne d'âge du 11 de départ du dernier match. Et là aussi, on était autour des 27 ans. On va dire que c'est une équipe expérimentée. Voilà. On va se consoler comme ça. Pourtant, il y a des joueurs d'expérience qui sont partis, puisque Rami, Gustavo, Rolando, c'était pas des jeunes. Alors, est-ce que ça, c'est pas problématique pour la suite aussi? Parce que on sait qu'aujourd'hui, les clubs fonctionnent comme ça, faire des plus-values sur la revente de joueurs à fort potentiel. Et aujourd'hui, dans cet effectif-là, on a beaucoup de joueurs de 28, 29, 30, 32. Et des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Alors attention, est-ce que l'OM aujourd'hui n'a pas l'impératif de vouloir avoir des résultats rapidement? Pourquoi? En prenant des joueurs expérimentés et non pas des jeunes très tôt, ils vont rentrer dans un contexte où la première division est connue. D'accord. Oui, il va falloir. Ils ne vont et ça, c'est ce qu'ils font depuis le début, donc ils continuent. Mais là, tu prends ces 3 joueurs-là, je pense que c'est. Là, ils ont fait vraiment 3 bons coups, pour moi. Hein. Après, on verra par la suite, mais je pense que c'est 3 bons joueurs. Maintenant, ce qu'il faut qu'ils fassent, en prenant ces joueurs de 26, 27 et 28 ans, c'est de prévoir l'avenir. C'est pas de se dire, oui, on va faire des jeunes, c'est maintenant que tu dois faire signer des jeunes, que tu dois les faire évoluer, que tu dois savoir que ces jeunes-là, tu dois les monter au plus haut niveau. Et c'est là où tu fais la plus-value. C'est là où tu vas gagner de l'argent. Mais ces 3 joueurs qui viennent d'arriver, effectivement, c'est les résultats qui priment avant la revente. Je pense que leur état d'esprit, ça a été ça. C'est surtout de vite canaliser et de vite combler les déficits qu'il y avait dans l'équipe par des joueurs qui ne vont pas trembler en début de saison et qui vont ramener des points certainement. Ouais, on sait que ça n'a jamais été réellement la politique du club. D'avoir des jeunes, de faire jouer des jeunes de 20 ans, 21 ans. Oui, mais ça a été dit. Oui. Le problème, c'est que ça a été déclaré. Pas à Marseille, en tout cas. Alors, messieurs, globalement, est-ce que vous trouvez que l'Olympique de Marseille s'est renforcé? Question. Eh oui, c'est ça. Oui et non. Oui et non. 3 recrues, 3 départs. Est-ce que tu as l'impression qu'on plus avec les fins de contrat, quand même. Oui, bon. Sur les recrues. Tu as l'impression que l'OM est plus fort que la saison dernière ou pas? On ne peut pas encore bien juger. Hein. Bon, c'est clair qu'ils ont fait une contre-performance contre Reims, mais bon, Thauvin n'était pas là. Non, contre-performance, il a dit. Contre-performance contre Reims, donc beaucoup de joueurs cadres n'étaient pas là, mais ils ont vite redressé la barre. Bon, je pense que c'est cohérent sur ce que j'ai vu le dernier match. Après, sur le papier, tu vois une équipe plus forte. Après, on peut pas faire un bilan au bout de 4 matchs, c'est pas possible. Donc on verra d'ici 3-4 matchs encore, au bout de 10 matchs, comment on pourra vraiment évaluer si les recrues ont apporté quelque chose en plus.
Nico, sur le papier, toi, tu as l'impression que l'OM est plus fort moi, je pense que, vu qu'ils ont quand même perdu plusieurs titulaires, parce que Rami, Rolando, mine de rien, c'était quand même des titulaires sur les dernières saisons. Gustavo aussi, Ocampos aussi, donc ça fait 4 titulaires qui sont partis quand même. Et pour l'instant, il y en a 3 qui sont arrivés. Donc bon, ça va à peu près. Après, il y a toujours des points faibles dans cet effectif, on le sait. Moi, pour revenir à ce que tu disais aussi, par rapport au mercato réussi, pas réussi, et les jeunes, pas jeunes, c'est qu'ils n'ont pas recruté de jeunes, mais ils misent sur le centre de formation. Donc là, ce qui va se passer cette année, c'est que vu qu'il y a plein de postes qui ne sont pas doublés, c'est les jeunes du centre de formation qui ont signé des contrats pro qui vont faire les bouches-trous. Donc à eux aussi de saisir leur chance. Et ça peut être aussi un axe de développement pour avoir une équipe plus jeune, parce que le président en avait un petit peu parlé en disant qu'il avait un effectif machin, un peu plus jeune, mais il pensait à ces jeunes-là. Oui, d'accord, mais après, c'est pas avoir une équipe jeune pour faire jouer uniquement des jeunes. C'est des jeunes à très fort potentiel pour faire des plus-values derrière, c'est ça le truc. C'est avoir dans ton effectif des pépites, vraiment. T'en as quand même quelques-unes. T'as Camara, Lopez qui est quand même. C'est pas une pépite. Il y a Perrin qui a signé pour aussi, le jeune Perrin. Est-ce qu'on peut les classer? Ça peut être une pépite. En fait, c'est ton centre de formation. C'est pas des joueurs, c'est pas ton PP, c'est pas ton. Tu vois, ce joueur que tu vas revendre 60, 70, 80 millions. C'est parce qu'on est frileux de devoir le mettre titulaire. Mais non, mais c'est pas que ça. C'est aussi le niveau. C'est aussi le niveau. Moi, j'entends parler de Biaggi comme quoi c'est un phénomène. Je suis d'accord. C'est un phénomène, genre il va rentrer un quart d'heure, il va mettre le feu. Mais ça, c'est pas un phénomène, un quart d'heure. Non, mais ça, non. On va te le dire. Tu joues en pro, tu joues un quart d'heure, c'est pas un phénomène. Jean-Charles, il a 17 ans, il faut. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça. Je dis pas de le mettre constamment titulaire. Mais de partout. Aujourd'hui. Tu sais pourquoi il joue pas? Il n'a pas signé pro. Mais ça, c'est encore des négociations qui traînent et qui retraînent. À un moment donné, il va falloir trancher. Et ça va arriver. D'accord, et voilà. Camara, ça dure un moment, il vient de signer. Mais maintenant, si tu as de bons jeunes, il va falloir les faire jouer, les faire signer, les faire jouer, et c'est là où tu vas avoir la plus-value. C'est là où tu vas gagner de l'argent. C'est là, l'état d'esprit va changer parce qu'ils ont peut-être une autre mentalité, ils sont nés ici. Oui, mais c'est aussi aller chercher, moi ce que je veux dire, c'est aller chercher des jeunes joueurs qui débutent en Ligue 2, avant qui viennent juste exploser en Ligue 2. C'est ce qu'il faut faire. Voilà ce que je pense que la Ligue 2, c'est le vivier de la Ligue nationale même. Et des fois, on va regarder aller ailleurs, alors que sous la main, on a des très bons joueurs. Regarde Lyon avec Ferland Mendy et Ndombele, c'est leurs 2 grosses ventes l'été dernier. C'est 2 joueurs qu'ils ont pris en Ligue 2, parce que même Ndombele, il jouait à Amiens en Ligue 2 quand ils le font signer. Sauf qu'il faut être capable d'investir. Oui, parce que c'est pas des petits investissements. Des 10 millions, des 15 millions. Arsenal, qui était à Lorient. Parce qu'ils veulent des noms. Le jeune de Rennes, là, qui a 17 ans ou 16 ans et demi, qui joue à Rennes et qui va d'un coup exploser, ils vont prendre le maximum. Voilà, à un moment donné, ces jeunes-là, peut-être que. il faut les voir avant. En fait, l'OM n'avait pas les moyens financiers de faire ce genre de pari, peut-être. Non, mais on n'a rien du tout. On n'a pas les moyens financiers pour les pros. Ce que tu disais, il y avait des postes clés. Est-ce que Zubizarreta, il regarde en Ligue 2 au moins? Et supervision, quelqu'un qui supervise les jeunes. La cible de recrutement, elle bosse, après elle n'est pas forcément écoutée. Mais... Moi je pense qu'ils sont frileux là-dessus, pardon Nico, de savoir de faire venir des joueurs de Ligue 2, de dire oh là là, si on prend un joueur de Ligue 2 qui est moyen au départ, on va encore se faire taper dessus. Ils veulent l'expérience d'entrée en se disant mais lui il est non. Tu comprends, on va payer un peu plus, mais vous avez vu, moi je vous ai mené Roger qui joue à Nantes et qui... Je pense qu'il y a un truc aussi de théorie et de pratique. Je pense que quand le président Hérault il parle de renouveler l'effectif, de prendre des jeunes, etc., je pense qu'il s'imagine qu'il va y avoir beaucoup de ventes. Donc du coup, ils vont avoir quand même une masse financière pour pouvoir recruter. Ça se fait pas, il se retrouve coincé. Et son nouvel entraîneur, il dit « Non mais attends, moi je veux un défenseur central et je veux un attaquant et je veux pas des minots. » Parce que là, c'est ce que je te dis. Ils ont fait dans l'urgence, ils ont pris des joueurs expérimentés pour vite avoir des résultats. Mais le truc qu'il y a, c'est à la rigueur qu'ils le fassent parce que on dit ils font ça depuis 2 ans et demi, 3 ans avec Garcia, c'est vrai. Mais là, il faut oublier Garcia, c'est fini Garcia. Là maintenant, c'est Villas-Boas. On peut aussi comprendre que Villas-Boas, il est demandé à avoir 2 joueurs à ses postes clés, un peu solides avec de l'expérience, et peut-être que les prochains mercatos, ça sera que des jeunes. Il faut aussi attendre. Allez messieurs, on s'arrête là pour ce débat mercato et on va passer au dernier débat de cette émission avec un débat un petit peu plus tactique sur le système de jeu. Va-t-il changer le système de jeu d'André Villas-Boas? C'est tout de suite. Allez messieurs, on va parler maintenant du jeu, de la tactique qui va peut-être évoluer du côté de Villas-Boas. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre pour la première fois lors de la dernière conférence de presse. Jusqu'à présent, c'était un 4-3-3. C'était un 4-3-3.
Et il ne voulait pas changer. C'était un 4-3-3 avec des évolutions des fois pendant le match. D'accord. Il a fait du 4-2-3-1, il a fait du 4-4-2, il a même fait du 3-5-2. Mais c'était toujours démarrage 4-3-3. Voilà, démarrage 4-3-3. Et donc là, pour la première fois, il a ouvert la porte. En fait, c'est le départ de Luis Gustavo qui pourrait l'inciter à changer de système. Je vais vous lire la déclaration d'André Villas-Boas. Un peu de lecture. On a perdu Luis Gustavo, peut-être l'unique joueur pour jouer en sentinelle dans le 4-3-3. On doit peut-être changer, mais Kevin a fait de grands matchs à ce poste. Oui, Lopez, Sanson et Rongier sont des joueurs un peu similaires, mais on peut aussi changer de système et passer en 4-2-3-1, a déclaré l'entraîneur portugais lors de la dernière conférence de presse. Voilà. Donc on comprend bien que c'est vraiment le départ de Gustavo qui, on a l'impression que ça le met un peu dans la merde quand même. Ouais. Il n'avait pas prévu ça, c'était même censé être le pilier, le taulier de son milieu de terrain. Et il le perd dans les derniers jours du mercato. Selon toi, sans Gustavo, cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle ne peut plus évoluer en 4-3-3 ? Un système de jeu où une équipe ne se repose pas que sur un joueur. Hein, je pense que, voilà, des joueurs qui sont polyvalents. Voilà, il est parti, Rongier arrive, il pourra peut-être combler le manque. On ne sait pas. Après, changer de système, je pense que les mecs, ils ont de l'expérience. Hein. Ouais. Ils savent jouer dans plusieurs configurations. Et lui, c'est un peu l'école Mourinho, Villas-Boas. Donc c'est quelqu'un, un tacticien, disons, un peu voilà, très pointu. Un peu plus offensif que Mourinho, quand même. Un peu plus offensif. Hein. Ben, le 4-2-3-1, tu as quand même 4 défenseurs et tu as 2 récupérateurs. Ça te fait un bloc de 6. Ouais. Après, s'il y a une tête de récupérateur, c'est Rongier, ça va. Mais là, sur le 4-3-3, donc il partait à l'origine avec Gustavo en sentinelle. Voilà. Il voulait partir comme ça, le mettre devant la... Déjà ça, la pointe en bas et la pointe en bas. Ça se discute déjà ça. Moi, je me souviens, on en avait parlé. Ouais. Si vous vous souvenez, quand Gustavo est signé à l'OM, Garcia il joue en 4-3-3 aussi. Et au bout de quelques matchs et 2 branlées mémorables, il se rend compte que ça ne marche pas et que Gustavo il n'est pas si à l'aise que ça dans ce système-là. Il passe en 4-2-3-1 à plat où Gustavo peut plus se projeter vers l'avant et il est bien meilleur. C'est pour ça que moi je disais dans son 4-3-3, moi je voyais plutôt Strootman en 6 et Gustavo en 8. Parce que Gustavo il a ce truc, il a besoin d'aller vers l'avant. Et quelque part, moi, cette déclaration, je ne comprends pas totalement. Il connaît mieux le foot que moi. Moi, Gustavo, pour moi, c'est le bridé de le mettre dans un poste trop défensif comme ça. Strootman, il peut jouer sentinelle aussi dans ce système de jeu. Il l'a fait au dernier match. C'est pas son poste de base non plus. Pas son poste de base. Ouais, le problème, c'est que dans cet effectif-là, effectivement, il n'y a pas de vrai numéro 6 en fait. Non, mais en fait, quand tu parles d'un 4-2-3-1, c'est pareil qu'un 4-3-3. En fait, tu as tes 4 défenseurs, tu as 2 récupérateurs, tu as ton numéro 10 qui est pointe en haut, et tes 2 ailiers et l'attaquant. Bah, c'est la pointe basse, pointe je veux dire, qui change. Oui, mais voilà, mais en fait, c'est le même système de jeu. Après l'animation, c'est les joueurs qu'il le faut. Mais je pense que Strootman a les capacités et surtout l'expérience pour jouer devant une défense. Ouais. Maintenant, c'est ce qui fait, ce que disait Daniel, ce qui fait changer la tactique de jeu, c'est les joueurs qui réintègrent l'équipe. C'est-à-dire que Thauvin va réintégrer l'équipe. Payet, s'il passe en numéro 10, ça fait changer le poste sur le côté gauche. Ça sera le problème. Eh oui, tu as Rongier qui arrive et qui va se mettre aux côtés de Strootman certainement. Et sur le côté gauche, tu auras ou Sanson ou Lopez. Ouais, mais c'est pas possible. C'est pas des joueurs de couloir. Ouais. Eh oui, mais système de comment jeu. tu veux jouer? Après, le replacement défensif, pardon Daniel, le replacement défensif, quand tu perds ton ballon, c'est aux joueurs de le comprendre, c'est aux joueurs de s'adapter en fait à l'adversaire, à l'adversité. Après, sur le jeu offensif, si tu as 2 récupérateurs qui sont Strootman, Rongier, et comme dit Daniel, 4 défenseurs, quand tu défends à 6, c'est déjà pas mal. Je pense que défensivement, c'est déjà pas mal. Mais un système de jeu, normalement, tu le fais pas par rapport à l'adversaire. Moi, je pense que des entraîneurs, ils devraient aussi le faire par rapport à l'adversaire. Certaines équipes, je pense. Certaines équipes vont étudier les forces et les faiblesses de l'équipe, et par rapport à ça, tu mets ton système. Tu ne peux pas dire, je vais jouer tout le temps en 4-2-3-1. Si tu connais... sont dogmatiques comme ça. Voilà, moi j'ai lu des livres sur les entraîneurs, parce que je suis un jeune entraîneur. Par exemple, Deschamps, lui, il ne fait pas forcément son système par rapport à l'adversaire, il fait son système par rapport aux joueurs qu'il a sous la main. À disposition. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire. Il a raison, ce qu'il dit maintenant, c'est vrai que tu joues Paris, tu as les 2 latéraux qui n'arrêtent pas de monter. Il va falloir mettre un guerrier sur le côté gauche. On sait que Thauvin, et là c'était Ocampos,
la saison dernière, on sait qu'au Campos, il va faire le job. Il va défendre au maximum. Maintenant, si tu mets, je ne sais pas, ou le petit Lopez, ou Rongier, ou Strootman, ou sur un côté gauche, tu le cantonnes sur un côté gauche, ça va être un peu plus difficile. Alors, l'OM en 4-2-3, ça donnerait quoi, Nico, selon toi Moi, le problème que j'ai dans ce système-là, effectivement, les deux devant la défense, Strootman, Rongier, ça paraît intéressant parce que ça va être deux mecs qui vont beaucoup courir et il va y avoir Rongier qui va avoir cette capacité de se projeter vers l'avant. C'est pas un peu lent, ça? Non, bah non. Moi, je pense que Rongier, ça va vite, par contre. Rongier, ça va vite. On n'en a pas parlé tout à l'heure, je pense que à la différence de Gustavo, Rongier, ça va beaucoup plus vite dans les enchaînements, dans les dribbles, dans plus jeune. La projection vers l'avant. Ça va beaucoup plus vite. Une vitesse de course beaucoup plus importante. Et c'est là où c'est intéressant. Après, le problème, c'est dans la ligne de 3. Parce que Thauvin, à droite, on le sait. Gaucher à droite, c'est son poste. Maintenant, si tu fais un 4-2-3-1, c'est pour recentrer Payet, on est d'accord. Parce qu'il se recentre déjà quand il est à gauche. Mais du coup, tu mets qui à gauche? Parce que les spécialistes du poste dans l'effectif, il y en a un, c'est Radonjic. Mais vu ce qu'il a montré jusqu'à présent, tu n'imagines pas trop titulaire encore. Donc sinon, tu vas devoir encore inventer un truc. Et Sanson Lopez, je me souviens que Garcia l'a déjà fait. Ouais, mais... Et c'était pas bon, quoi. C'est pas des joueurs de couloir. Ils n'ont pas ce truc de joueurs de couloir. Ils vont être bridés et ils vont devoir faire tout le travail défensif à la place de Payet en plus. Moi, je pense que ce système-là, il y a ce gros point noir où tu n'as pas un vrai ailier gauche, quoi. En fait, on a l'impression que cette équipe, elle est toujours pas finie, quoi. Le point fort de l'OM, c'est quoi le point l'effectif fort, en fait? Le point fort, ils ont quand même des joueurs qui percutent. Thauvin, Payet. Thauvin qui percute. Il faut mettre un système où tu mets en valeur tes points forts. Des gars comme Thauvin, il a besoin d'espace, il a besoin de partir de loin, donc... Après c'est aussi recentrer peut-être Payet dans l'axe. Mais des joueurs qui percutent sur les côtés, t'en as pas des masses non plus. Hein. Genre t'as Thauvin et après t'as... Ce système de jeu peut être en milieu, en losange, c'est-à-dire à 4. Ouais. La pointe basse. Un 4-4-2 alors. Oui, la pointe basse, Strootman, Rongier, Sanson ou Lopez, Payet, Benedetto, et derrière qui tourne, Thauvin. Ouais. Dans ce cas-là, t'as plus d'ailier. Mais ça fait, c'est les zones de couloir, que ce soit Rongier ou Sanson ou Lopez, qui vont défendre en zone basse. Ouais, okay. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et voilà, le système s'articule comme ça. Après, c'est les joueurs, comme je dis, c'est les joueurs qui s'adaptent. On leur donne un positionnement, mais c'est eux le ressenti sur le terrain, l'adversité, comment ils sont en face, comment ils ne sont pas. Si tu vas prendre le dessus dans le jeu, si tu ne vas pas le prendre, comment il va falloir défendre, le coulissage. Tout ça, après, à ce niveau-là, on n'apprend plus. Ouais. Je veux dire, les joueurs sont aptes à pouvoir faire un coulissage sur un terrain, à pouvoir se déplacer, à compenser, normalement, à savoir compenser la perte d'un ballon ou l'élimination d'un partenaire direct. Voilà. Et là, c'est eux qui font cette animation-là. Mais je pense qu'il aura plusieurs choix. Il va souvent le changer dans la saison. Même en cours de match, il pourra changer plusieurs fois, bien sûr. Et vraiment, le point faible, c'est ce couloir à gauche. Parce que là, à gauche... C'est la perte de Campos, surtout. C'est surtout la perte de Campos. Non, mais à gauche, il n'y a vraiment personne, en fait. Il y a Amavi. Sinon, il y a Amavi. Il y a la solution, faire monter Amavi. Et mettre qui arrière gauche, c'est son ancien poste. Mettre... Non, pas ça, pardon. Sakai et ça à droite. Ça peut être... Non, mais après, là, on est dans l'expérimentation. Oui. Donc, a priori, quand même, là, pour l'instant, il a misé sur Payet. C'est lui son ailier gauche, pour l'instant. Moi, je pense que Payet, il n'est pas dans son élément. C'est un super joueur. Je pense qu'il serait beaucoup plus efficace en électron libre. Juste derrière il est déjà électron libre, Jean-Charles. Non, mais le seul truc, c'est qu'il faut qu'il y ait des consignes défensives. C'est toi-même, tu le dis. Offensivement, les mecs, ils se débrouillent. C'est pour ça que je te dis. Défensivement, il faut savoir qui bloque. Si tu joues à losange, c'est plus facile. Pour vous, quel est le système le plus adapté? Là, tu deviens entraîneur là-haut. Non, mais quand vous voyez l'effectif, vous dites... Moi, je te donne plusieurs systèmes de jeu. Vous dites c'est avec ces trois milieux ou c'est avec... ou c'est un 4-2-3-1? Parle sérieusement. Le 4-2-3-1, le 4-3-3, le milieu en losange, le milieu à plat. Je te dis, c'est par rapport aux hommes, la disponibilité, la qualité des séances d'entraînement qu'ils vont mettre pendant la semaine d'entraînement, qui va pouvoir juger de sa prestation en semaine pour mettre une compo d'équipe qui peut être l'idéal sur le moment. Parce qu'après, tu peux la changer, ta compo. Si je te dis une bêtise, moi j'ai Daniel à côté de moi, je le vois toute la semaine, il se traîne. Non mais, le coach va se dire, écoute, il va discuter avec lui, je vais aller discuter avec lui, je dis, écoute Daniel, ce coup-là, on zappe le match, on te met un joker, on va mettre le mec qui est meilleur.
Mais c'est normal, comment tu veux faire avancer une équipe sauf que là, si tu mets le mec là, t'as pas un choix pléthorique. Ouais, t'as pas un choix mais alors moi je te donne ma copie, je te dis, il y a pas longtemps, Lyon, Losange. Il y a 2 joueurs qui vont peut-être être les grands perdants là, de l'arrivée de Rongier, surtout s'il y a un remaniement. Sertic. Eh non. C'est Sanson et Lopez. Encore là, Sertic? Eh oui. Là, c'est l'OM qui est, Jean-Charles, c'est l'OM qui est perdant avec Sertic, c'est pas Sertic. Je pensais qu'il était prêté ou quoi? C'est Sanson et Lopez, parce que là, en plus, si tu passes en 4-2-3-1... Tu peux avoir les deux qui sautent. Tu peux avoir les deux qui sautent. Ils vont pas jouer tout le temps, le système va pas être... Il va être modulable. Voilà, donc à un moment donné, chacun aura sa chance. Hein. En plus, cette saison, tu vas pas avoir de Coupe d'Europe, tu as moins de matchs à jouer. Coupe de la Ligue, Coupe de France. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné la Coupe de France. Coupe de France, Coupe de la Ligue. Voilà. Oui. Non, mais après, en 4-3-3, tu en auras un qui aura toujours une place. Ouais. Après, lequel des deux moi, je pense qu'en termes d'activité, Sanson ressemble un peu plus à Rongier. Et Lopez pourrait amener autre chose. Mais le problème, c'est que Lopez, il fait un début de saison poussif aussi. Ouais. Et ces jours-là, il va falloir qu'il montre autre chose. Mais là, on les attend à Monaco. Ouais. Ça va être important ce match parce que c'est après la trêve. Les joueurs doivent être un peu plus à leur niveau physique, dont Thauvin. Donc là, on attend un peu l'équipe type de notre ami Villas-Boas. C'est un très bon test dimanche. Mais moi, j'y crois là. Je ne sais pas pourquoi j'y crois à cette équipe-là. On veut y croire en tout cas, Jean-Charles. Non, mais j'y crois. Je pense qu'elle est bien modulée. Elle peut être... Et puis après, ça va tellement vite. Tu gagnes là, si tu vas gagner à Monaco, tu enchaînes dans la tête, c'est plus pareil. Tu vas tenter des coups que tu ne tentais pas il y a 15 jours en arrière. Allez, écoute, ça va être l'objet du débat en plus de mercredi. Merci messieurs, cette émission s'arrête là. Merci Nico, merci Daniel, tu reviens quand tu veux. Okay, et d'ailleurs, tu vas revenir pour le débat en plus. Eh ouais, c'est comme ça. Merci Jean-Charles. Merci Benjamin. À bientôt, à très bientôt sur Football Club de Marseille. N'oubliez pas qu'à 30 000 abonnés, on vous offre un maillot, un vrai maillot de l'Olympique de Marseille, hein, c'est ça? Ah oui, absolument. Lequel? Je récupérerai un maillot. Ça, je ne sais pas. J'en demanderai un, on le fera dédicacer. Voilà. Si le gagnant le veut aussi, mais c'est promis. 30 000 abonnés et on est à 27 000 et quelques, donc ça va arriver très vite. Merci à tous. Ciao, ciao.